Bienvenue à tous dans ce nouveau live Pharmacie Lounge. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus pour échanger sur les grands sujets de la profession. Et puisqu'on parle du quotidien des pharmaciens, malheureusement, celui-ci est de plus en plus marqué par les violences et les agressions dont sont victimes le personnel des officines. Une communication récente de l'ordre montrait même que ce sujet est plus que préoccupant au vu du nombre d'actes d'agression déclarés. Et pour parler de cette problématique extrêmement importante, nous avons invité Sandine Fabre-Rubenstein et Sylvie Serre, cofondatrices de l'agence 600 Phoenix. Vous accompagnez, coachez et formez les professionnels de la santé pour les aider à surmonter ces moments difficiles. Bonjour mesdames. Bonjour Romain. Bonjour tout le monde, bonjour Romain, bonjour Aurélie. Et puisque vous dites bonjour à Aurélie, effectivement, nous sommes accompagnés d'Aurélie Pasquier, notre responsable communication à Pharmacie Lounge, qui nous accompagne également pour ce live. Bonjour Aurélie. Bonjour à tous. Alors, je vais vous parler un tout petit peu de Pharmacie Lounge en préambule de ce webinaire. Alors, si vous souhaitez gagner du temps dans votre quotidien à travers des fonctionnalités pratiques et complémentaires, si protéger la sécurité de vos données et celle de votre patient est votre leitmotiv, si vous êtes sensible à l'infodémie et aux informations non référencées qui circulent sur les réseaux sociaux généralistes, sachez que Pharmacie Lounge est le réseau social professionnel 100% sécurisé et éthique pour vous, les acteurs de la pharmacie. Pharmacie Lounge, c'est déjà plus de 2500 abonnés pharmaciens et étudiants en pharmacie et on regroupe plus de 40 partenaires experts de la pharmacie, dont 600 Phoenix. Vous pouvez nous retrouver sur tous les navigateurs Internet. Nous proposons des fonctionnalités apparentées aux réseaux sociaux généralistes avec la confidentialité en plus. C'est très simple et intuitif d'usage. Pharmacie Lounge, c'est aussi, comme ce soir, l'organisation d'événements sur des sujets d'actualité variés pour vous accompagner au quotidien dans votre métier. Je laisse tout de suite la parole à Romain, lui-même pharmacien, pour animer l'échange. Je vous souhaite un excellent webinaire et vous l'aurez compris, je vous invite à rejoindre Pharmacie Lounge à l'issue de cette webconférence pour notamment télécharger la documentation autour du sujet. À tout à l'heure. Merci beaucoup Aurélie pour cette présentation. Alors mesdames, si vous voulez bien, nous allons aborder donc le thème de l'agression de façon chronologique. Commençons donc en amont de l'agression. Quelles sont les actions qu'un pharmacien peut mettre en place? Alors, en amont de la formation, il y a ce qui apparaît comme étant une obligation de l'employeur en matière de protection de ses salariés. Donc, c'est une loi qui vous oblige en tant qu'employeur à assurer la sécurité et à protéger la santé physique et mentale de vos collaborateurs. Et ça passe par ce qu'on appelle la prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation qu'on va voir, et la mise en place de moyens d'organisation adaptés. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est que la prise en compte de ces moments d'agression rentre dans le quotidien. Ce n'est pas normal d'avoir ça, mais n'empêche que ça existe et que c'est une tendance lourde à prendre en compte. Donc, les mesures, on va dire, basiques, c'est justement pour satisfaire à ces obligations de, par exemple, collecter pour vous les irritants récurrents et imaginer des mesures qui vont permettre de les anticiper. Parce que l'amont, ça correspond, j'aurais dû commencer par là, à ce qui arrive avant que l'événement arrive, c'est-à-dire tout ce qu'on peut faire avant. L'événement n'est pas encore arrivé, mais il y a déjà des choses à mettre en place qui vont permettre de diminuer le risque. Donc, cette collection avec vos collaborateurs de ce qui peut être effectivement des irritants récurrents vous permet d'imaginer comment les anticiper. Donc, déjà, il y a des choses qui vont être dissuasives. Donc, ça passe par l'établissement d'un protocole d'action et de construire des procédures qui vous permettent d'informer systématiquement tout le monde, de s'assurer que ce protocole que vous aurez mis en place collectivement est visible, est connu de tous et qui vous permet de partager les coordonnées de personnes à prévenir, donc en cas d'événement agressif, à prévenir en interne et en externe. En amont, c'est aussi prévoir des sanctions positives dans le sens, je ne sais pas, ça peut être une affichette qui dit voilà, nous tenons à ce que notre pharmacie soit et reste un espace d'écoute et de respect mutuel, où chacun peut venir en confiance, par exemple. C'est pourquoi nous refuserons de vous servir à la première incivilité. Voilà, ça peut être, c'est poser le cadre pour pouvoir revenir au cadre en situation. Enfin, ça peut être, ça c'est à décider, de
des gestes commerciaux à faire, à décider avec vos collaborateurs pour que le préjudice, quand il est réel pour le client, soit reconnu par un geste commercial. Et plus ça va vite, ça veut dire plus c'est prévu en amont, plus c'est facile à mettre en œuvre. Donc le curseur, c'est reconnaître le préjudice quand il y en a un, sans que ça soit la prime à celui qui gueule le plus fort, en gros. Donc c'est vraiment ce curseur qu'il faut mettre en place et établir avec vos collaborateurs. Et enfin, c'est aussi désigner et former une personne ressource en interne qui soit entraînée. Donc, entraînée à quoi? Entraînée à avoir des réflexes qui permettent la désescalade verbale, parce que l'agressivité, elle arrive en général par l'aboutissement d'une escalade et d'émotions qui ont été mal gérées de part et d'autre. Et puis enfin, à gérer les émotions. Donc ça, c'est pour le cas en amont et des situations, on va dire, d'incivilité, d'agression verbale. Après, il y a les situations à plus haut risque. Donc là, il y a vraiment des protocoles à mettre en place qui sont à part. C'est encore autre chose, que là, la sécurité peut être mise à mal. Donc là, c'est vraiment établir un code d'alerte spécifique pour ça. Apprendre à reconnaître les signaux de détresse, avoir un protocole, le partager avec tous les nouveaux entrants de retrait sécurisé. Et puis, c'est apprendre, alors ça, c'est de l'entraînement, mais ça s'apprend aussi, c'est une compétence qui se développe, à avoir une communication efficace. Et enfin, dernier, on va dire, conseil, mais qui peut être très, très utile, c'est d'entretenir de bonnes relations avec les forces de l'ordre, parce que voilà, parfois vous pouvez avoir besoin qu'ils interviennent de façon assez rapide. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire sur l'aval, c'est-à-dire avant que l'événement, l'amont, pardon. L'aval viendra plus tard. L'amont, et là on va passer à juste avant. Effectivement, donc on a bien compris, en amont de l'agression, il y a des fondations, il y a des bases qui sont vraiment importantes à mettre en place, que le pharmacien titulaire peut lui-même développer dans son entreprise. Vous avez également parlé des irritants, ça je pense que ça peut être une bonne occasion de fédérer l'équipe autour de ces irritants. Alors maintenant, puisque on est toujours en amont de l'agression, mais on est tout juste avant l'agression, quelles sont les bonnes attitudes à adopter? Alors en fait, il y a 3 actes. Donc, juste avant, c'est-à-dire qu'on est dans quelques minutes avant. Alors excusez-nous, il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. Est-ce que quelqu'un peut... Là, il y a... Tu vois, ouais. Ah voilà, donc, bon, alors juste avant l'événement, juste avant l'agression, 3 axes, côté management, côté sécurité, côté humain. Alors côté management, c'est au quotidien, c'est bête à dire, hein, mais créer une ambiance qui soit chaleureuse et solidaire et sereine. Parce que si vous entrez dans une pharmacie où il y a déjà de la tension, voilà, donc désamorcer les tensions qui sont déjà au sein de l'équipe, ça paraît là aussi basique, mais c'est quand même fondamental. Après, côté sécurité, donc ce que disait Sylvie, si vous avez des intérimaires, des stagiaires, vous les mettez au parfum du protocole et vous vérifiez chaque jour qu'ils sont bien au parfum des 10 protocoles, parce que heureusement, ce n'est pas un geste technique et métier qu'on répète au quotidien, donc ça nécessite qu'on se le remémore. Ensuite, il y a repérer les causes de l'agressivité. Je reviens un peu à ce que disait Sylvie. C'est quoi les causes de l'agressivité? C'est une attente non satisfaite, comme des temps dans la queue, des produits indisponibles, c'est des informations mal comprises ou des malentendus. Donc ça, dès qu'on voit que c'est mal compris, vous savez, on voit la personne qui commence à, etc. Donc là, il y a une source qui peut se transformer d'une difficulté à un problème jusqu'à un conflit et une agression. Il peut y avoir évidemment le client repéré quand il souffre, parce qu'il peut souffrir physiquement.
l'état émotionnel du client qui peut être influencé par d'autres stress. Vous voyez un couple entrer en train de se disputer, vous pouvez vous dire « Ah, peut-être ça va tomber sur moi après ». Voilà. Et puis, les cas particuliers, alors là, c'est les pathologies. Vous avez des clients qui ont des pathologies sociales, des souffrances mentales. Et là, en dehors de la formation dont a parlé Sylvie, je vous recommande une formation qui s'appelle « Premier secours en santé mentale ». Et qu'au moins il y ait 1 ou 2 personnes dans la pharmacie qui soient formées à ça pour vraiment gérer ces situations de pathologie réelle. Ensuite, une fois que vous avez repéré les causes qui font que là, vous êtes en situation, vous êtes au comptoir, puis vous voyez que hop, il y a trop d'attentes, etc., vous pouvez être en alerte. Ensuite, c'est repérer les signes. Le langage corporel, quelqu'un agité, une posture tendue, un ton agressif, vous entendrez le volume sonore qui monte, des expressions faciales, un regard fixe, enfin voilà, un peu provocateur, peut-être des insultes, oui, des critiques. Voilà, pendant l'attente, vous entendez qu'il y a des gens qui critiquent. Et puis, le cas de la pathologie où vous voyez quelqu'un qui a un comportement qui est anormal et qui change, qui switch très vite d'un comportement à l'autre. Ça, c'était pour côté sécurité. Côté management aussi, il y a rappeler aux uns aux autres qu'il y a une procédure, que vous êtes là. Vous, on s'adresse au titulaire, au manager, et rappeler les rôles de chacun. Voilà. Et rappeler la posture que va développer Sylvie. Quelle posture adopter pendant l'événement. Et malgré tout ce travail préparatoire, ces signes annonciateurs qui ont été identifiés, malheureusement, l'agression arrive. Comment réagir? Alors, on va dire qu'il y a quelques règles à respecter, mais qu'il n'y a pas non plus de règles miraculeuses. Donc, nous, on vous propose la chose suivante, c'est vraiment travailler la désescalade pour maintenir la sécurité, parce que c'est votre objectif. La désescalade, la sécurité. Donc, pour ça, c'est vraiment une réponse graduelle. Graduelle, ça veut dire au premier signe, il faut arriver à réagir. Et donc, ce que disait Sandrine, c'est que ça se repère. Donc là, c'est rappeler la règle, montrer la fichette s'il y en a une, aller voir la personne, ne pas faire ça de loin derrière son comptoir sans la regarder, c'est vraiment se déplacer. Et l'idéal, ce soit la personne soit formée, qui se déplace et qui dise, écoutez, voilà. La règle, c'est rester respectueux, on respecte tout le monde. Et vous-même, vous devez être respectueux et professionnel. C'est vraiment important de vous rappeler ça. Donc, le calme, bien sûr. Et surtout, ne pas parler du fond tant que la personne n'est pas au comptoir. Et ne pas l'ignorer non plus. Quand je dis ne pas parler du fond, ce n'est pas commencer à lui demander c'est quoi votre problème. Non, là, à ce moment-là, on lui rappelle la règle. Et donc, ça peut dégénérer un tout petit peu ou ça peut très bien se calmer. Donc, si ça dégénère un petit peu, c'est reconnaître, toujours en restant courtois, professionnel et garder le contact visuel, c'est vraiment reconnaître son émotion, mais son émotion. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord. Donc, vous avez certainement de bonnes raisons d'être agacé, mais que diriez-vous d'attendre votre tour pour qu'on en parle calmement, par exemple? C'est questionner la personne pour l'aider à sortir d'un stress qui la met dans un tunnel. Donc, lui redonner la responsabilité de la parole et en même temps rappeler la règle. Et puis, si ça continue encore, c'est maintenant, si vous n'est pas possible de retrouver un comportement respectueux, donc c'est vraiment important, c'est le comportement qui est respectueux, ce n'est pas la personne qui est irrespectueuse. C'est vraiment important de dissocier les deux parce qu'autrement, on peut attiser quelque chose de plus profond. Là, je vous invite à quitter la pharmacie, par respect pour les autres clients et pour mes collaborateurs. Vraiment rappeler le rôle de la personne si c'est le titulaire qui doit agir. Maintenant, une fois que la personne est au comptoir et que vous avez accès au fond, c'est-à-dire à qu'est-ce qui fait qu'elle est dans cet état et que ça continue malgré tout, là, il y a de fortes chances que la personne soit ce qu'on appelle en stress de lutte. Elle l'est déjà, mais là, elle est dans un stress de lutte qu'on va dire pratiquement pas ingérable, mais ingérable toute seule.
Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller dans son sens. Une personne en stress de vue, ça ne sert à rien ni d'argumenter, ni d'essayer de la contredire. Donc, allez dans son sens. Nous prenons votre problème très au sérieux et on va vraiment faire de notre mieux et vous allez nous aider à trouver des bonnes solutions, par exemple. C'est aussi à accueillir son point de vue, je comprends que, comme tout à l'heure. Et puis, l'aider à réfléchir. L'aider à réfléchir, ça permet, Marie, de faire un peu descendre le niveau de stress pour avoir un échange qui soit d'adulte à adulte, qui soit plus posé. Donc, c'est aussi vraiment la questionner avec des questions ouvertes. Je suis consciente du désagrément, mais qu'est-ce qui serait le plus important pour vous? Qu'est-ce qui serait le plus urgent? Enfin, voilà, adapter la question, mais vraiment lui renvoyer la question. Donc, c'est éviter de vouloir la dominer, c'est-à-dire la remettre en question, l'interrompre. C'est pas non plus la bonne idée de vouloir la consoler ou minimiser, mais non, mais ça va aller, mais c'est rien, mais non, mais ça arrive dans 2 jours, c'est rien 2 jours. Non, c'est pas le moment de lui dire ça. La personne, elle a un problème et elle est absolument dedans. Quand on peut, c'est-à-dire quand on n'est pas soi-même submergé par ses émotions, c'est éviter de l'agacer en étant, par exemple, lent et imprécis. Ça va arriver bientôt. Non, c'est vraiment, c'est 2 jours, c'est 10 minutes, c'est voilà. Et pas non plus une bonne idée de faire de l'humour ou de l'ironie à ce moment-là. En revanche, vous pouvez à ce moment-là partager votre position. Écoutez, mon rôle, c'est de garder mon calme et de protéger mes collaborateurs. Voilà, donc, revenir vraiment à votre rôle, éventuellement partager votre émotion, parce que ça peut en miroir faire switcher la personne. Et puis, c'est aussi faire appel à un tiers. Si la situation devient incontrôlable, des fois qu'il y a un tiers avec des rôles différents, ça peut être, ça permet déjà à celui qui est en face de se sentir épaulé. Et puis, on n'est plus dans quelque chose de personne à personne. Là, ça devient autre chose. Donc, ça peut être, dans la mesure où il y a un protocole où chacun a son rôle, c'est vraiment le moment que chacun intervienne. Et puis, c'est aussi inviter à quitter la pharmacie en l'accompagnant jusqu'à la porte, parce qu'il y a un moment donné où il faut rappeler la règle. La règle, c'est important. Bon, après, dans le document qu'on va vous transmettre, il y a effectivement ne pas prendre les insultes personnellement, donc toujours dissocier le rôle que vous avez de votre personne. Et pareil pour la personne agressive, elle a des comportements, mais elle n'est pas son comportement. Bon, voilà, pour cette partie, ce sont les grandes règles. Ça, c'est pendant. Du coup, Aurélie, est-ce qu'on a des questions sur le chat? Je crois que oui. Oui. Sylvie, Sandrine, comment reconnaît-on un trauma ou quelqu'un de traumatisé? Alors ça, on va le voir dans la dernière partie. Donc vous aurez les réponses à ce moment-là, c'est-à-dire dans ce qu'on a appelé l'aval. Je ne me suis pas trompée, donc si la question peut attendre. Eh ben, allons-y, puisqu'on est dans l'aval, du coup. L'agression a eu lieu, tout le monde est sous le choc. Que doit-il se passer après? Comment le titulaire et l'équipe doivent manager cet événement? Alors en fait, avant l'aval, on a l'après, juste après. On a le temps, voilà, parce que justement, comme il y a eu quelque chose de fort, d'impactant, etc., ça peut perdurer, mais il y a le temps court ça vient de se produire. Donc là, trois axes encore, humain, sécurité, management. Donc humain, pour la personne agressée, donc l'important c'est que le titulaire, le manager ou quelqu'un la prenne en charge dans un endroit calme, confidentiel, où il ne sera pas interrompu. L'important aussi, c'est de s'assurer que justement elle se sente en sécurité, à l'aise pour s'exprimer, de montrer de l'empathie, je suis là pour toi, là aussi, garder le contact visuel, poser des questions ouvertes, exactement, parce qu'on est sur le registre de l'émotion, c'est toujours la même chose, et d'assurer la personne qu'on est là pour l'écouter. Pour la soutenir, l'aider. Et puis, sur les émotions, c'est vraiment l'encourager à donner ses émotions telles qu'elles viennent, et notamment l'encourager
à aller aux émotions, j'allais dire, primaires. Notamment si vous voyez que la personne tombe dans le jugement. Oh là là, j'ai mal fait, j'aurais dû, j'ai été nulle. Non, ramenez-la aux émotions primaires, c'est-à-dire la peur, la colère, la tristesse, par exemple, devant l'impuissance, la tristesse devant l'impuissance. Parce que sinon, là, c'est là où ça va se transformer en quelque chose qu'on va avoir du mal à maîtriser sur le long terme. Pareil que pour le client, ne minimisez surtout pas, mais non, ce n'était pas si grave, etc. Surtout pas. Reformulez, pareil qu'avec le client, ce que vous avez compris, du besoin qu'elle a maintenant, juste après. Et puis, évidemment, après, vous gardez ça pour vous, sauf s'il y a nécessité pour les autorités ou pour le médecin qui viendrait éventuellement. Et puis, dites ce que vous pouvez faire pour elle. Et puis, notamment, est-ce que tu es tout seul ce soir ? Vous êtes toute seule ce soir. Vous voyez, gérer ça et apporter un soutien. Si vous voyez que quelqu'un est dans le déni, non, mais même pas peur, vous pouvez utiliser la communication non violente. Écoute, ce que j'ai entendu était très violent. Je suis inquiète parce que je sais que émotionnellement, c'est dur. Et du coup, je te propose d'en parler peut-être plus tard ou d'en parler à quelqu'un. Enfin, vous voyez, voilà, proposer des solutions, ça c'est très important. Pour vous-même, celui qui prend en charge la situation, identifiez vos propres émotions, ça c'est important, hein, et évaluer la situation. Côté sécurité, un rapport détaillé de l'incident, si possible des preuves, des témoins. Transmettez ce rapport à votre manager si ce n'est pas vous ou au titulaire. Tout de suite après, déclarer en ligne à l'ordre des pharmaciens, ça a été simplifié. Côté, alors en fait je me suis un peu trompée là maintenant, c'est côté préjudice, pardon, ça c'est très important, déclarer à votre compagnie d'assurance tout de suite s'il y a préjudice, bien ou personne, porter plainte, très important, la personne, la pharmacie, l'ordre des pharmaciens qui encourage à être à vos côtés et à porter plainte au titre de l'ordre. Ça montre, en termes de management, une culture de soutien à votre équipe et que la sécurité est importante pour vous. Et ça met tout le monde sous le statut de victime, donc susceptible d'indemnisation pour préjudice. Et côté management, donc, permettez à chacun de s'exprimer aussi. Tout le monde a ressenti des émotions. Et expliquez ce que vous faites, ce que vous avez fait avec la personne que vous avez pris en charge et ce que vous allez faire sur ces versants humain, sécurité, préjudice, management, vous êtes en train de le faire pour assurer. Je vois, Aurélie, qu'on a des questions sur le chat et puisqu'on est dans cette période d'agression, voire de temps juste après l'agression, est-ce que vous pouvez poser les questions qui sont dans le chat du coup ? Oui. Alors, en tant que titulaire, que risque-t-on s'il y a une agression verbale auprès d'un de nos collaborateurs et si c'est 2 clients qui s'agressent? 2 questions en ligne. Alors, je veux bien répondre à la première. Donc, comme je le disais tout au début, l'employeur, donc le titulaire, a la responsabilité de la sécurité de ses collaborateurs. Donc, ça, il a une obligation de résultat, pas de moyens. Donc, ça, c'est important. Donc, j'allais dire, c'est pénal. Alors, avant que ça devienne pénal, il y a quand même des choses à faire. Ça peut être pénal, je prends vraiment plein de précautions. S'il y a eu beaucoup d'alertes, c'est-à-dire des agressions successives avec des collaborateurs qui sont en souffrance et que l'employeur, le titulaire en l'occurrence, n'a rien fait. Là, il y a un risque pour lui. Il y a une obligation de résultat, donc il doit pouvoir prouver qu'il a mis en place des moyens pour protéger ses collaborateurs, pour éviter, pour diminuer le risque, etc. Après, quand il y a, je ne sais pas Sandrine, si tu as quand il y a 2 clients qui s'agressent, c'est la même technique, j'allais dire, c'est la désescalade, c'est pas prendre parti, c'est rester calme, et puis c'est leur dire d'aller se battre dehors. Et raccompagner tout le monde à la sortie, c'est un bon conseil. Pour conclure, est-ce que vous pensez qu'il faut qu'il fasse organiser un débrief à distance de l'événement avec l'équipe ou avec que les personnes agressées? Comment gérer le temps un peu plus long après l'agression? Oui, c'est effectivement ce qu'on a appelé l'aval.
parce que s'il y a quelque chose de l'ordre du stress post-traumatique, ça ne va pas forcément se déclarer tout de suite. Même en général, c'est à distance. Donc, de toute façon, il y a organisé un débriefing quelques jours après l'incident. Ça permet justement de revenir, de nourrir l'amont, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qui s'est bien passé et comment on peut améliorer notre procédé, notre procédure. Donc ça, c'est vraiment important de le faire du point de vue sur le droit et puis sur le côté humain, parce que comme le disait Sandrine, ça montre du soutien, de l'intérêt, en profiter pour demander aux collaborateurs comment ils se sentent. Donc c'est aussi être attentif aux réactions émotionnelles. Il y a des gens qui s'expriment très facilement sur leurs émotions et il y a des personnes qui vont les mettre à distance. S'il y a du traumatisme, ça va forcément être à distance. Donc pour répondre à la question de tout à l'heure. Donc, pour que le cerveau code l'événement comme quelque chose de traumatique, il faut au moins qu'il y ait 4 de ces conditions, mais c'est du ressenti, hein, parce que donc c'est que la personne a perçu l'événement comme une menace pour sa survie physique. Donc ça, c'est le premier. Qu'elle ait eu le sentiment que ça a dépassé sa capacité d'adaptation, c'est-à-dire que ça a induit chez elle un sentiment d'impuissance. C'était trop, elle s'est sentie tétanisée. Enfin, ça a produit chez elle un sentiment d'isolement ou de solitude. Elle ne s'est pas sentie soutenue, elle ne s'est pas sentie protégée. Et enfin, c'est ce qu'on appelle violer les attentes de la personne. Donc, c'est violer les attentes de la personne. Dans votre contexte, ça peut être un client qui était extrêmement courtois jusque-là et puis tout d'un coup qui se met à péter un câble de façon incontrôlée. Ça peut choquer, ça peut être traumatisant pour certaines personnes. On ne sait pas ce qui s'est passé dans leur vie avant et sur quoi ça vient appuyer. Ça peut être l'employeur, le titulaire en qui elle mettait toute sa confiance et tout d'un coup elle s'est sentie pas soutenue, pas protégée par elle. Hein. C'est un peu le syndrome, je ne sais pas si vous l'avez vu, Snow Therapy, voilà, le père de famille qui se barre pendant l'avalanche. Donc ça fait partie donc, un de ces 4 éléments qui est là peut produire du stress post-traumatique. Donc les symptômes que vous pouvez repérer après, ça peut être des crises d'angoisse, ça peut être des sursautements à n'importe quel bruit, ça peut être des peurs incontrôlées, mais aussi pour vous, ça va être peut-être de l'absentéisme, des arrêts de travail, etc. Quelqu'un qui vient avec la boule au ventre. Donc, plus vous en parlez librement, alors ça veut dire qu'il faut en parler tout le temps, hein, parce que ça peut aussi, avoir des temps où vous mettez ça à plat de façon libre, justement calme, professionnelle, avec des procédures, plus ça va être de nature à renforcer le sentiment de sécurité chez la personne qui pourra être impactée. Et puis, c'est aussi orienté vers des ressources supplémentaires. On n'en a pas trop parlé, mais enfin, tout ce qui permet de faire descendre le niveau de stress, hein, yoga, respiration, etc., ça fait du bien. Sur ce qui est post-traumatique, c'est l'EFT, nous on pratique par exemple, l'EFT, Emotional Freedom Techniques, le MDR qui est souvent pratiqué par des psychiatres. Donc on fait bouger les yeux, là c'est vraiment des techniques qui fonctionnent très bien sur tout ce qui est émotion et traumatisme. Et puis enfin, ce qui vaut pour la personne, ça vaut pour vous, titulaire. C'est très bien de s'occuper de ses collaborateurs, mais vous n'êtes pas des héros. Et quand il y a une agression, au bout d'un moment, ça peut aussi vous impacter. Donc, ne croyez pas que vous êtes à l'abri de tous ces impacts émotionnels. Si je peux juste, un point positif, c'est qu'en fait, en faisant tout ça, vous remontez à la source de la satisfaction du client et des collaborateurs. Donc, tout ce que vous aurez fait n'est pas que pour gérer l'incident et le trauma, mais en fait, tout ce que vous allez mettre en place du début jusqu'à la fin va aussi permettre de travailler sur la satisfaction et des clients et des collaborateurs. Et la cohésion. Et pour finir ce live, est-ce que vous pouvez en quelques mots, en moins d'1 minute, résumer les points importants, les points clés en amont, pendant et en aval de l'agression, des choses à penser, des idées à bien retenir en amont, pendant et en aval? Bon, déjà, conscience que ça peut se produire,
anticiper, c'est-à-dire se former et entraîner, avoir une procédure coécrite, embarquer au quotidien, informer les clients et les collaborateurs. Donc ça, tout ça, c'est en amont. Le point clé pendant et après, c'est les émotions. Le suivi du protocole en alertant les autorités et en signalant. Et puis l'après, c'est de nouveau l'humain et les émotions. Et puis la cohésion d'équipe avec des actes de management pour prendre en compte les émotions, pour prendre en compte les nouvelles mesures de sécurité et la solidarité dans l'équipe. Je ne sais pas, Sylvie, si ça te va, ça. Très bien. Eh ben, je crois qu'on va conclure. Je crois qu'Aurélie, vous avez mis un lien dans le chat. Tout à fait. Pour prolonger donc les échanges avec Sylvie et Sandrine, rendez-vous dans Pharmacy Lounge, espace expert de 600 Phoenix. Vous pouvez retrouver la présentation et une formation qui vous est proposée sur le sujet. Eh ben, je pense qu'on peut conclure. Comme ça, en plus, on respecte le timing. Merci beaucoup, Sandrine et Sylvie, pour cette participation et tous les conseils qui ont été donnés. Merci, Aurélie, également pour la participation et les questions issues du chat. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain live sur Pharmacy Lounge. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt.